Alors, frère Paul-Marie n'a pas pu être là ce matin. Il m'a demandé de me présenter moi-même. Ce qu'il m'a demandé, les frères m'ont demandé de remplacer frère Charbel, vous savez, qui est parti faire une expérience d'1 an au moins en Suède. Et donc, et de remplacer le père Paul-Marie pour la philosophie du vivant et le père Charbel pour qu'on fera après la messe, une écoute biblique du sacerdoce de Jésus, une découverte biblique de la question du sacerdoce de Jésus. Alors je m'appelle frère Samuel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas de la génération du père Philippe Marie, qui fait partie de nos tout premiers frères. Je suis de la génération du frère Paul-Marie. Je suis arrivé à Fribourg en même temps que lui. Et aujourd'hui, après avoir passé pas mal de temps dans les maisons de formation et avoir été à Avignon, je suis depuis 6 ans en solitude en Ardèche. Voilà. Donc, comme l'Ardèche, c'est pas trop loin, j'y viendrai une fois par mois chercher avec vous la vérité. Alors, je voulais reprendre avec vous la question sur laquelle Paul-Marie vous a laissé, qu'est-ce qu'on appelle l'induction de l'âme. Peut-être revenir tout simplement au fait que la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie du vivant, c'est au fond un effort pour être plus proche de soi, c'est-à-dire c'est un effort pour essayer de mieux comprendre qui nous sommes comme réalité vivante, mais pas simplement de le comprendre avec nos têtes. Ça a pour but, cette compréhension, de nous rendre plus présents à nous-mêmes. Alors, c'est différent de la psychologie, enfin, pour exactement de ce qu'on appelle la psychothérapie. La psychologie, c'est une analyse théorique, abstraite. Le but de la psychologie n'est pas de rapprocher les gens d'eux-mêmes, mais de comprendre les mécanismes de l'homme. La psychologie, c'est une science sociale. La psychothérapie, ce qu'on appelle la psychothérapie, mais qui est présent aujourd'hui dans plein de démarches, comme le développement personnel ou le coaching, ça a pour but, pour le coup, d'essayer d'être plus proche de soi. Et donc, on pourrait dire que la philosophie du vivant, elle essaie de coopérer à cette connaissance de soi. Alors, elle n'a pas pour but d'abord d'essayer d'analyser les problèmes, ce que fait la psychothérapie, c'est pas d'abord d'essayer de comprendre quelles sont nos fausses représentations de nous-mêmes, puisque vous savez peut-être que l'essentiel du travail psychothérapeutique, c'est de se libérer des fausses images de soi. Et du coup, des fausses images des autres aussi. Des fausses représentations spontanées que nous avons de nous-mêmes. Mais la philosophie contribue à ça. Elle n'essaye pas de démonter mes représentations, mais elle essaye de me rendre attentif plus profondément que l'image spontanée que j'ai de moi, à qui je suis. On a tous une image spontanée de nous-mêmes. Et on va le voir, on va l'aborder là, dans l'induction de l'âme. Elle est très variable d'une personne à l'autre. Vous avez des personnes qui sont très très attentives à leur capacité d'efficacité physique. Vous en avez qui sont très très attentifs à leur capacité de réflexion mentale. Vous en avez qui sont très 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 attentifs à leur capacité de créativité. Vous en avez qui sont très 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 attentifs à leur réaction affective. Oui, et on n'est pas tous attentifs à tout à la fois. On n'a pas à la fois la conscience d'un sportif de haute compétition, la conscience inquiète d'une situation relationnelle où on se fait embarquer dans la colère, par exemple, où là on est très attentif à l'affectif, et en même temps l'attention de quelqu'un d'âgé qui apprend à marcher qu'un déambulateur et dont la question n'est pas de tomber. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas à la fois vous concentrer sur l'optimisation de votre efficacité musculaire, vous voyez, la profondeur de vos émotions et la qualité de votre réflexion intellectuelle. D'abord, d'un moment à l'autre, on ne se concentre pas sur les mêmes choses. Qu'on fait que la cuisine, vous faites plus attention à vos mains qu'à vos pieds normalement. Et vous faites plus attention vous êtes plus concentré dans la vue et dans le toucher que dans l'ouïe. Ça joue l'ouïe dans la cuisine, mais pas majoritairement. Par contre, si vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui vous confie quelque chose, vos pieds n'ont toujours pas beaucoup d'importance, vos mains moins que l'oreille. Donc il y a des moments où on se concentre sur une partie de notre corps, et puis spontanément, on est plus préoccupé de telle ou telle dimension de notre corps, ou de notre âme.
Ça, c'est ce qu'on appelle une représentation subjective. Et donc, le travail de la philosophie, c'est de dire, ok, spontanément, je perçois ça, mais je ne me suis jamais, par exemple, intéressé à la respiration. Je ne me suis jamais intéressé au goût. J'aime bien les choses, hein, mais je ne me suis jamais intéressé. Qu'est-ce que c'est que le goût? Je n'ai jamais cherché à développer mon goût. J'ai développé mon oreille, j'ai développé ma vue, mais pas mon goût. Ou alors, je n'ai jamais réfléchi à voir c'est quoi la mémoire. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses dont je me souviens, des choses dont je ne me souviens pas? Est-ce que ma mémoire est fidèle? En quoi elle n'est pas fidèle? Pourquoi est-ce que quand on vieillit, elle revient? Est-ce que quand elle revient avec l'âge, elle est juste? Vous voyez, toutes ces questions. On peut ne pas du tout se préoccuper de ça, mais enfin, quand on a des parents qui commencent à avoir Alzheimer, c'est bizarre, tout d'un coup on se dit, ah oui, la mémoire, c'est quand même pas rien. Quelle place ça a? Et donc, le travail de la philosophie du vivant, c'est d'essayer de me mettre face à moi-même et face à l'autre, tel que je suis, et pas tel que je me perçois. Vous voyez? C'est d'aller plus loin que la perception. C'est de corriger ma perception par un face-à-face plus objectif. Mais comprenez bien, ce n'est pas un face-à-face intellectuel, c'est un face-à-face pratique. Et donc voilà, le but, c'est qui fait que j'habite plus à l'intérieur de moi-même. Et donc, le premier travail, vous l'avez fait, c'est de s'apercevoir que en moi, la vie a des formes multiples. Respirer, c'est vivre. Prier, c'est vivre. Décider, c'est vivre. Marcher, c'est vivre. Mais que c'est extrêmement différent. Vous voyez, une amibe, c'est plus simple. Les anges, s'ils existent, c'est plus simple aussi. L'ange, il n'a pas un estomac, un intestin, une rate, un pancréas. Ouais. Il n'a pas 40 occasions de faire un cancer, un ange. Et donc, le travail, c'est d'essayer comment vous dire ça, à l'écoute de chacune. Alors, de nouveau, on ne peut pas le faire simultanément, hein, donc on fait une écoute successive. Je prends le temps de m'apercevoir que je respire, prendre le temps de m'apercevoir que j'entends ou je vois, prendre le temps de m'apercevoir que je suis capable, à l'intérieur de moi, mais c'est une image à l'intérieur, de décider ou de délibérer. Délibérer, décider, c'est pas pareil, c'est bizarre. Aimer, c'est encore autre chose. Je peux aimer sans beaucoup réfléchir, mais je peux réfléchir sans aimer. Mais je ne peux pas délibérer sans une... Il faut bien que j'ai quelque chose sur lequel je vais délibérer. Donc je ne peux pas délibérer en fermant mes yeux, mes oreilles. Vous voyez, je ne peux pas délibérer dans le vide. On délibère sur des choses à faire, ou sur des choses... Oui, essentiellement sur des choses à faire. On délibère sur des choses à faire. Et donc, une fois que j'ai pris le temps, alors, il faudrait presque, avant d'induire l'âme, il faudrait faire un exercice qui fait que vous faites la liste des opérations vitales, ça fait beaucoup, hein. Et puis il faudrait une par jour, passer la journée à être attentif à votre capacité de déplacement local. Vous voyez, vous apercevoir que vous bougez, vos pieds bougent, vos mains bougent, votre tête bouge, vos épaules bougent. Et d'ailleurs, c'est très très bizarre parce que c'est entre le poisson, le dromadaire, le danseur, le funambule. Vous voyez, non, mais c'est très compliqué le mouvement. Parce que d'ailleurs, quand tout d'un coup vous êtes bloqué, vous voyez bien que ce qui montre bien que c'est compliqué. Parce qu'il suffit d'un tout petit blocage pour que tout d'un coup, tout devienne ridicule de rigidité. C'est quand même, vous voyez, c'est rien, un tout petit point. Hein. Et donc, rien que de s'apercevoir de ça. Alors, vous allez me dire, oui, du coup, si je passe une journée là-dessus, je vais m'apercevoir que je bouge comme les poissons, mais pas comme les poissons. Je bouge comme les singes, mais pas comme les singes. Je bouge comme les escargots, mais pas comme les escargots. J'ai vu une fois une petite fille faire l'escargot. J'avais jamais pensé à ça, moi. Se mettre à plat ventre, vous savez, puis faire l'escargot. Elle faisait très très bien l'escargot. Ce qui montre que le corps est capable, c'est incroyable, que le corps soit capable d'imiter l'escargot. On n'est quand même pas des mollusques. On est une colonne vertébrale. Et donc, vous voyez, il faudrait, pour pouvoir faire ce travail, on va le voir, d'induction, je vais repréciser ce que ça veut dire, de l'âme, prendre le temps d'apprivoiser déjà dans un premier temps l'existence des opérations vitales. On peut passer 30 ans de sa vie sans jamais s'occuper du fait qu'on digère. Parce que quand on est jeune, on ne peut jamais s'intéresser à ça. On ne peut pas s'intéresser au sommeil. On dort, oui, on sait qu'on dort.
mais on ne sait pas, vous voyez, c'est quand on commence à avoir du mal à s'endormir qu'on réfléchit à c'est quoi s'endormir. Ou quand on n'a pas réussi à se réveiller dans son rêve, vous savez, et qu'on finit par se réveiller, on se dit mais comment j'ai fini par me réveiller, puisque je me suis déjà réveillé 3 fois dans mon rêve. Parce que dans mon rêve, je dormais, et dans mon rêve, je me suis réveillé du sommeil que j'avais dans mon rêve. C'est quoi qui m'a guidé pour tout d'un coup me réveiller pour de vrai? Et on en a comme ça plein, des questions spontanées. Hein. On en a plein. Si on regarde sur notre fonctionnement vital, on a des milliers de questions. C'est quoi la différence entre est-ce que aimer, c'est affectif? Est-ce que aimer, c'est volontaire? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est animal? Est-ce que c'est primaire? Est-ce qu'on aime tout entier? Oui. De quoi je parle? Prier, c'est la même chose. Prier, c'est un peu quelque chose du côté d'aimer, un petit peu quelque chose de comprendre. Et puis il y a des choses, je vous dis, c'est pas clair. Prier, je ne sais pas si pour vous c'est clair la prière, mais tous les grands priants disent qu'on ne sait pas prier. Donc, de quoi on parle? Alors, l'induction, c'est quoi? Vous savez, l'intelligence, elle est capable de faire des déductions. Vous savez, les déductions, c'est que si tout d'un coup, je vois un objet traverser la cour, c'est que cet objet, il a, il a eu un trajet avant et un trajet après. Je peux conclure qu'il n'est pas apparu d'un seul coup. C'est pas un miracle, quoi. Oui, donc, je présume que cet objet, en plus, si je vois que c'est un oiseau, je vois que cet oiseau, il doit avoir, il a dû décoller, passer par là, même si je ne l'ai pas vu, et je conclus que le voyant passer par là, il venait de là-bas, il va là-bas, il a une vitesse, il a un poids, voilà, et que si tout d'un coup il y a un mur, tout ça, je suis capable de le réfléchir dans ma tête tout seul. J'ai juste vu un oiseau passer. Je peux déduire de la perception que j'ai de cet objet, qui est un animal, tout un nombre de choses. Je peux me dire, oui, c'est une hirondelle. Et me dire, bah oui, l'hirondelle, elle ne vole à cette altitude-là que dans certaines conditions, vous voyez, de météo. Voilà. Donc ça s'appelle la réflexion par déduction. Je pars d'une chose, et à partir d'une observation, je peux déduire des choses que je n'observe pas. Mais je sais que, universellement, quand vous lâchez un objet, il tombe. Voilà. Universellement. Pour qu'il ne tombe pas, il faut ou qu'il y ait du souffle dessous, il faut qu'il y ait une force compensatoire. Voilà. Ça, je n'ai pas besoin de faire de la science, je le vois empiriquement. J'ai aussi des intuitions. On fonctionne beaucoup aujourd'hui par intuition. On est dans un monde qui nous pousse à fonctionner par intuition. C'est-à-dire que j'ai vu la personne ce matin, j'ai l'impression qu'elle ne va pas très bien. Je ne peux pas déduire avec certitude, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un arrive comme ça qu'il ne va pas très bien. Peut-être qu'il se concentrait. Mais il me semble, alors ça dépend, il y a des gens qui disent « je suis certain, tu ne vas pas bien ». Je dis « bah si, pourquoi tu dis ça ?»« Si, je suis certain que tu ne vas pas bien, tu vas finir par pas être bien à force de l'autre. » Et puis vous pouvez dire « il me semble que tu vas pas bien ». Mais pourquoi il te semble que tu vas pas bien? Ben, tu avais une drôle de tête ce matin. Ben oui, parce que je ne trouvais plus mes chaussures et que j'ai mis 10 minutes, ou je ne trouvais plus mes clés, j'ai paniqué pendant 10 minutes, et donc voilà. Mais ce n'est pas parce que tout d'un coup j'ai une crise spirituelle et que c'est là, je suis au bout de ma vie. Et donc l'intuition, c'est ça, c'est que je devine spontanément. Alors, si on est un peu humble, les intuitions, elles sont de temps en temps tout à fait vraies, on le vérifie, et à l'autre extrême, de temps en temps, totalement fausses. Mais totalement fausses. Le problème, c'est qu'elles ont la même tête. C'est-à-dire que des fois, les totalement fausses ont la tête de totalement vraies. Puis vous avez les entre-deux. C'était pas tout à fait faux. On se dit, ouais, mais tu vois, j'avais pas tort. Bah oui, t'avais pas tort, mais t'avais pas tout à fait raison non plus. Parce que, oui, j'allais pas bien, mais pour des choses totalement secondaires, c'était pas grave, quoi. Et donc, l'intuition, c'est un mode on passe d'une chose à une autre, hein, parce que c'est ça le mouvement, vous passez d'une chose que vous voyez à une chose dont vous savez qu'elle est obligatoire. Je lâche l'objet, il va tomber. Je vois un pigeon traverser la cour, ça annonce le mauvais temps, ou bien il est en train de se diriger, je ne sais pas trop quoi, plus vers le sud. Enfin bon, tout dépend de la connaissance que j'ai des animaux. Vous vous êtes fait flasher sur l'autoroute. Pour en conclure sans grande difficulté que vous deviez rouler un peu vite.
On pourrait toujours vous dire, oui, non, c'est la voiture, il y a sur une autre voiture, et puis c'est une erreur de... Puis au bout de ce temps, vous êtes, non, en fait, non, vous revenez à l'expérience, vous dites, en fait, je roulais trop vite. Voilà. Donc ça, c'est la déduction. Il y a l'intuition, et puis il y a l'induction. Qu'est-ce que c'est l'induction ? C'est de passer, non pas d'une observation, à une loi générale, d'accord, mais de passer d'un niveau, comprenez bien, superficiel à un niveau essentiel. Passer des apparences à la profondeur. Alors, dire oui, mais c'est ce que fait l'intuition. J'ai plein de petits éléments qui me font dire que, ça chez les enfants, mais aussi chez les adultes, tu es contrarié. J'essaie de ne pas le montrer parce que tu es quelqu'un de pieux, mais je vois bien que tu es contrarié. J'ai plein de petits indices qui me montrent que tu es contrarié. Mais là, je n'ai pas changé de niveau, vous voyez, parce que la contrariété, ce n'est pas profond. Contrariété, ça touche l'état d'âme. Donc entre les effets visibles de l'état d'âme et l'état d'âme, il n'y a pas énormément de différence. Par contre, passer de l'apparence de quelqu'un à sa personne, c'est pas simple ça. Comment je fais pour toucher la personne de l'autre ? Pas simplement le caractère de quelqu'un, c'est à peu près visible. Vous voyez bien, si vous vivez, des fois il suffit d'une semaine, hein, vous voyez bien les réactions de la personne. Puis à force d'expérience, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont plus primaires, d'autres plus secondaires, plus lymphatiques, plus nerveux, plus dépressifs, plus agressifs, plus régressifs. Enfin, on a tous vous voyez, notre manière d'être et elle est à peu près régulière. Et au bout d'un certain temps, on arrive à voir, oui, que la personne a ce tempérament-là. On peut même voir au bout d'un certain temps qu'elle a ce tel type de blessure. Et des gens, ils sont toujours en train d'avoir besoin d'être valorisés, ils ont toujours l'impression qu'ils sont nuls. Ou dans un autre, c'est l'inverse, ils ont toujours l'impression qu'ils sont des génies, mais qu'on n'a pas compris. Ou alors, voilà, le but, on peut avoir comme ça un tempérament qui fait que mon but, c'est d'être juste pas trop visible, mais quand même un peu, juste à peu près dans l'ambiance, vous voyez. Puis dans un autre, c'est l'inverse, il faut que tout le monde soit autour d'eux, voilà, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent respirer. D'ailleurs, ça fait beaucoup de bien aux autres. Argument. Parce qu'on a des arguments pour justifier notre tempérament. Les arguments, c'est tout le baratin subjectif, mais le tempérament, le caractère et la manière dont on fonctionne, voilà. Et donc, vous voyez bien, ça, c'est... Je peux d'ailleurs être très humilié que les autres voient que je suis timide, par exemple. Alors, souvent, le timide, il n'aime pas qu'on voit qu'il est timide, parce que ça le rend encore plus timide. Voilà, donc je rêve que personne ne voit que je suis timide, alors qu'évidemment, tout le monde le voit, puisque je le suis. Donc, par définition, j'essaie de me confondre avec la tapisserie, et tout le monde voit que c'est ce que j'essaie de faire, et du coup, quand je suis repéré comme un timide, je m'effondre encore plus dans la tapisserie. Tout ça, c'est pas profond. Ça reste vous voyez, des comportements qui sont liés à des circonstances, qui sont liés à des... Dire oui, mais des fois, ça occupe beaucoup de place. C'est possible. Mais ça, c'est pas ma personne. Donc, comment je rejoins la personne ? Eh bien, je ne peux pas la rejoindre chez l'autre si je ne l'ai pas rejoint chez moi. Et comment je rejoins ma personne ? Eh bien, précisément, le premier travail, c'est ce qu'on appelle l'induction de l'âme. C'est-à-dire m'apercevoir que je suis quelqu'un. Comment je m'aperçois que je suis quelqu'un ? Eh bien, précisément, en m'apercevant que, à la racine de toutes ces activités vitales, c'est bizarre, à la racine de digérer, il y a moi. À la racine de prier, il y a moi. À la racine de décider, il y a moi. À la racine d'imaginer quelque chose, il y a moi. À la racine du mouvement physique, il y a moi. Même à la racine du sommeil, il y a moi. C'est quoi moi ? Et donc, là, le but, ce n'est pas d'imaginer, c'est de m'apercevoir que, c'est déjà énorme de m'apercevoir qu'au centre de toute cette diversité d'activités vitales, il y a un centre, il y a une source. Et que ces activités sont multiples, mais comprenez bien, elles se tiennent les unes les autres par une source commune. C'est assez simple, hein ? Alors c'est simple, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Je dis, mais de quoi je parle là ? Vous voyez, c'est quoi ? C'est une espèce de fantôme, c'est une espèce de truc spirituel, c'est une espèce de truc invisible. C'est quoi ça ? Ben, il n'y a pas de ça. C'est pas un ça comme une chose. L'âme, c'est pas une chose. C'est une source. Une source, c'est pas une chose d'ailleurs. C'est très fascinant d'aller... La source la plus fascinante que je trouve, moi, c'est la source du Vaucluse. Parce que
Et là, vous voyez ce que c'est qu'une source. Une source, c'est accidentel. L'eau, elle est avant, l'eau, elle est après. Donc, pourquoi tu es fasciné à cet endroit-là là? Pourquoi tu as le nez fixé sur la source? C'est un lieu de passage. Bizarre que tu n'es pas fasciné par ton robinet. Alors que le robinet, c'est le même principe, non? Tu ouvres, avant, il y avait de l'eau stockée, après, il y a de l'eau visible, non? D'ailleurs, tu peux même mettre de la pression, ça... Mais moi, j'ai jamais vu des gens... Alors si, des gens qui vivent dans un pays où il n'y a pas d'eau courante, où il y a très peu d'eau, hein. Comme dans ce très beau film qui s'appelle Va, vie et devient, où l'eau se perd. Et le petit enfant est paniqué parce qu'on se douche, donc on perd de l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'on est attiré par la source? Par cet endroit premier, à partir duquel, vous voyez, c'est vrai que quand vous remontez aux sources de la Loire, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Mont Gerbier-des-Joncs, là-haut. La Loire, vous allez la voir à son estuaire, c'est quand même impressionnant. Le fait que tout ça vient, ou le Rhône, c'est très impressionnant. Et donc, ça, c'est une métaphore. Mais c'est vrai, on est attiré par la source. Peut-être parce que fondamentalement, notre âme est attirée par la source créatrice de notre être qui est Dieu, inconsciemment, très profondément inconsciemment. Mais c'est pour dire que là, précisément, j'essaye de découvrir que il y a plus profondément, c'est une métaphore, hein, plus radicalement que cette diversité d'activités vitales, une seule source. Vous dites pas, tiens, mon système sanguin va pas bien. Vous dites, je vais pas bien. Vous dites, les résultats des analyses de mon système sanguin montrent qu'il ne va pas bien. C'est pour ça que je ne vais pas bien. Vous dites pas, tiens, voilà, mon cœur va pas bien, mais moi, très bien. Alors que ça peut être tout à fait vrai. Vous pouvez tout à fait être dans un grand état de sainteté, parfaitement serein, avec le cœur qui est en train de flancher. Mais bizarrement, même si le cœur est en train de flancher, il y a quand même quelque chose de moi qui est en train de flancher. D'accord? Et donc, je ne peux jamais me mettre complètement à distance. Alors, sauf chez les intellectuels spiritualistes, vous savez, qui disent que moi, il n'y a que la sphère spirituelle qui est moi, le reste, c'est le support matériel de mon existence spirituelle. On va revenir, ça fait partie des représentations, les deux représentations les plus difficiles dont il est le plus difficile de se libérer, c'est la représentation matérialiste et la représentation spiritualiste. La représentation matérialiste, c'est de... Alors vous voyez, ça, elle ne vient pas d'abord de mon expérience, elle vient on va dire, de l'idéologie culturelle dans laquelle j'ai grandi. La matérialiste, c'est de dire, de toute façon, il n'y a que ce qu'on voit, quoi. Donc, oui, c'est ton corps qui rassemble, ta digestion, ta pensée, tout ça, ton cerveau qui pense, mais ton cerveau, c'est une partie de ton corps, tu as une partie de ton corps qui bouge, tu as une partie de ton corps qui digère, puis une partie de ton corps qui voit, et donc tout ça, c'est le corps, puis il ne vient pas me casser les pieds avec l'âme, quoi. Ça, c'est très facile de dire ça de manière grossière, mais quand tu vas voir d'un peu plus près, comment ça se fait que la matière de mes yeux voit? Ah, t'ennuies, là. Parce que bizarrement, une fois que tu es mort, pourtant il ne s'est rien passé, hein, tellement de grave. Hein. L'œil, il marche toujours, là d'ailleurs, on peut l'enlever et le greffer sur quelqu'un d'autre. Donc il va bien, l'œil, hein, merci. Pourquoi il ne voit plus rien? Pourquoi toi, tu n'es plus là d'ailleurs? Pourquoi quand on tape à la porte, là, il n'y a plus personne qui répond? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu es matière, c'est pas parce qu'il y a une petite partie qui dysfonctionne que toi, tu disparais. C'est qui, toi, qui disparaît? C'est vrai, il devrait y avoir, vous voyez, très bien, le cerveau s'arrête, mais tout le reste va très bien. Ben, bizarrement, le reste ne va pas très bien non plus. Et progressivement, plus rien ne va aller d'ailleurs dans le corps. C'est bizarre que c'est quand même nul, rien n'arrive à s'auto-conserver. C'est quand même pas bien fait. C'est comme le paquebot, le Titanic. Vous saviez, le problème du Titanic, c'est qu'il y avait des cloisons, mais en haut, elles étaient communicatives. Vous vous souvenez, non? Comment ça a coulé? Au lieu d'avoir des caissons étanches, vous savez, verticales, qui sont étanches jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'était une partie qui est pleine d'eau, les autres, elles sont étanches, il y a de l'air. Sauf que eux, d'abord, l'iceberg a scié la coque, mais en plus, en haut, les caissons n'étaient pas étanches, donc ça faisait des vases communicants. Vous voyez, c'est stupide, à quoi ça sert de mettre des parois si tu as des vases communicants en haut? Ben nous, on devrait avoir des caissons étanches, non? Je sais pas, par exemple, oui, le cerveau, il est fini, split, mais le reste va bien. Donc tu es encore un animal moins élaboré, tu viens comme un grand singe, quoi, ce serait bien. Tu meurs humainement, mais le grand singe continue. Puis après ça, le grand singe, plouf, là, tu deviens un peu plus vers de terre, mais encore animal. Puis à un moment donné, splouf, là, tu deviens un végétal, mais tu continues, on peut te cultiver. C'est ce qu'on peut faire, on peut prendre de la peau et te la cultiver après ta mort. Hein. On prend un petit bout, puis on te la cultive, on fait des grandes surfaces de peau de toi qui n'est plus là.
C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça avec la peau? Pourquoi est-ce que pourquoi ça ne marche pas avec le reste? Pourquoi est-ce que quand on te coupe les cheveux, ça ne te fait rien? Le bras, ça commence à faire, la tête, ça ne va plus. C'est aussi pas bien, vous voyez? Et donc, c'est vrai que le matérialisme, en fait, c'est la solution simpliste parce que ça me fatigue de penser qui je suis. Oui, de dire, c'est de la matière, viens pas me compliquer la tête avec autre chose. Mais à l'observation, ça ne tient pas. Puis vous avez l'autre version, qui est la version spiritualiste, qui est de dire, nous sommes une âme déjà plusieurs fois réincarnée, ou pas d'ailleurs, c'est pas grave, créée par Dieu. Et donc, je suis d'abord un esprit qui existe provisoirement dans une réalité corporelle, qui doit essayer d'en profiter un maximum. Et donc, si on me marche sur les pieds, ça n'est pas problème. Si on m'insulte, non plus d'ailleurs. Parce qu'on n'insulte que mon apparence. Là, ça ne tient pas non plus très longtemps. Il ne faut pas l'énerver quand même, le spiritualiste. Il ne faut pas commencer à le contredire, par exemple. Le spiritualiste, il est très très calme tant que tu ne le contredis pas. Mais si tu le ridiculises dans sa vision spiritualiste, alors là, il ne reste pas calme du tout. Mais tu dis, mais pourquoi tu t'énerves? Puisque tu n'es rien, effectivement. Tu es purement esprit. Réfugie-toi dans la partie... Alors, on peut se réfugier dans la partie spirituelle de soi, mais ça relève de la psychiatrie. C'est-à-dire que on a déconnecté. La folie ou la psychose est dans certains cas une manière de se réfugier dans une partie de soi en se désolidarisant d'une autre partie de soi-même. Mais on voit bien que ça ne donne pas un humain développé, déployé. Ça donne un humain atrophié. Comme d'ailleurs quelqu'un qui, pour des raisons spirituelles ou religieuses, se dispense d'être dans son corps. Vous voyez bien que ça donne quelqu'un d'atrophié. Peut-être de très pieux, mais sûrement pas de très déployé. C'est des gens qui, des fois... ils aiment beaucoup Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a plus de place du tout pour les autres, tellement ils sont, vous voyez, resserrés dans le pur amour de Dieu. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de maison, moi j'aurais tendance à dire. Ils ont déserté la maison de leur personne pour habiter dans une espèce d'abstraction spirituelle. Ça existe aussi dans le bouddhisme. Moi j'ai croisé des gens comme ça qui avaient fait des retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Je l'ai vu avant et après. Après, il n'était plus là. Il me répondait, c'était très étonnant, il ne répondait plus lui. Il me répondait ce que la doctrine bouddhiste, vous voyez, il était en fait dans une posture, il était dans un rôle, parce qu'il n'y a rien à faire. Celui qui joue les spiritualistes abstraits, il joue un rôle, exactement comme vous pouvez jouer, je ne sais pas trop quoi, Scapin ou Chimène ou Don Juan dans Molière, enfin, tu joues. Alors c'est un jeu qui se veut sérieux, mais ça n'empêche pas que c'est un jeu quand même. C'est un rôle. Ça ne correspond pas à l'habitation de l'intégration de l'intégralité de ta personne. Mais ça peut être très fort. On peut être persuadé que l'essentiel de moi, c'est mon esprit, que le reste, ce ne sont que les conditions que Dieu, dans sa providence, m'inflige comme pénitence pour me sanctifier. Au passage, c'est totalement contraire à toute la Bible, ça, et évidemment à tout l'Évangile. Mais même en christianisme, on a développé ce genre de jansénisme notamment, mais pas que. Régulièrement, il y a eu des périodes comme ça de crise spiritualiste, avec la tentation de considérer que exister dans la matière ou dans l'affectif, c'est d'abord un danger, pas d'abord un cadeau. C'est pour ça que la question n'est pas de savoir ce que j'en pense. La question de savoir, c'est qu'est-ce qu'il en est. C'est ça, le philosophie du vivant. C'est tout ce que tu voudras pour essayer d'argumenter, justifier ta représentation. C'est tout à fait intéressant et c'est parfaitement inintéressant. Parce que la question, c'est que ça ne change rien à ce qu'il en est. Tu peux te penser comme tu veux. À la fin, tu es ce que tu es. Et le travail de la philosophie du vivant, c'est de dire, allons voir ce que je suis. Oui, c'est ça l'idée. C'est, allons voir. Descendons dans le réel, dans l'expérience de ce que je suis, pour aller voir ce qu'il en est. Alors on dit, oui, mais c'est moins clair quand je vais y voir que quand je le pense. Bien sûr. C'est sûr. C'est plus simple de se penser comme un enfant de Dieu, aimé par le Seigneur, en ayant délimité le périmètre de mes tentations et de mes difficultés, le type de relation, vous voyez, avec tout le petit diagramme qu'on a dans la tête, c'est plus simple. Parce que dans le réel, c'est quand même pas mal le chaos, les choses. Tu aurais voulu aller gentiment parler gentiment à l'autre, et bizarrement, au moment où c'est sorti de ta bouche, ça n'avait plus du tout la même tête. Ou alors c'était très contrôlé, tellement contrôlé qu'il y avait beaucoup d'agressivité dans ton contrôle.
Oui, c'était très précis. C'est ce qu'on appelle les passifs agressifs. Donc ils ne t'agressent pas directement, mais leur rétention est pire que si tu agressais. Vous savez, c'est l'élastique qui est tendu comme ça. Tu ne le lâches pas, mais il est quand même très tendu. C'est ça le passif agressif. Il prend le truc, il te le met devant la figure, mais il ne lâche pas. Hein. Il dit si, je t'aime, tu sais, de tout mon cœur, je t'aime. Mais tu sens tellement l'effort qu'il doit faire pour t'aimer, tu dis, bah, tu sais, j'aimerais bien que tu m'aimes un peu moins, mais un peu plus. Voilà. Ça, ce sont nos représentations. Je dis ça, j'insiste, parce que la représentation, plus on vieillit, plus c'est une tyrannie absolue. Parce que une fois que tu as grandi dedans, tu es comme une souris dans son fromage. Tu es aménagé dans ton terrier de la représentation. Et t'en bouges plus. Je connais des gens comme ça, après leur psychanalyse, ils n'ont plus jamais bougé les résultats de la psychanalyse. Je connais des gens où après leur conversion, ils n'ont plus jamais bougé du sentiment qu'ils avaient eu au moment de la conversion. C'est la représentation. La philosophie, c'est simplement oublier le mot philosophie. La recherche de vérité, c'est la cesse par laquelle quotidiennement, je repasse de la manière spontanée dont je ressens les choses à qu'est-ce qu'il en est dans le réel. Et donc l'induction, c'est se remettre régulièrement au travail de réaccueillir vitalement qui je suis. Et je ne suis pas que ma volonté d'aimer, que mes pieds, que mon mal de dos, que je ne sais pas trop quoi, ma capacité de gestion prudentielle de la complexité de l'existence. Non, je suis, comprenez bien, aussi bien mes pieds que mon cerveau, aussi bien la prière que la digestion, aussi bien, je n'ai pas dit autant, hein, mais aussi bien le mouvement de mon corps que le goût. Et avant de pondérer mon investissement personnel dans ces différentes activités, je dis oui, mais je ne peux pas m'investir dans tout. Donc je ne peux pas optimiser le goût, et l'ouïe, et le toucher, et le mouvement local. Je ne peux pas à la fois faire de la gymnastique, du travail du goût, du travail de prudence, plus la prière, plus le développement de ma prudence. Je ne peux pas tout développer. Tout à fait d'accord. Mais avant de savoir ce que je choisis de développer, encore faut-il que j'aille connaître ce qu'il y a à développer. Alors on me dit, oui, mais ça, on l'a fait dans son enfance, c'est réglé. Non, c'est jamais réglé. Parce que en moi, chacune, vous avez compris, de ces opérations vitales, elle évolue avec le temps dans son exercice. Bien sûr que la vue est la vue depuis que je suis né. Mais elle n'a pas le même exercice le jour de ta naissance et quand tu ne perçois plus que les choses par mode flou. Elle bouge. C'est pas la même chose la place de l'audition quand elle fonctionnait bien et quand elle fonctionne plus qu'avec un appareil. Elle disparaît pas, l'audition. Mais qu'est-ce que tu fais de sa réduction? Comment tu la vis? Ah bah avec renonciation et abandon. Oui, mais commence par l'habiter intelligemment déjà. Parce qu'il y a des gens, ils abandonnent l'audition avant même qu'elle disparaisse, vous voyez? Parce que c'est pratique aussi, tu n'entends plus grand-chose. Du coup, c'est plus cool, quoi. Tu es dans ta petite bulle, parce qu'il y a des choses que tu préférerais pas les entendre, ou pas les voir. Quand ça devient flou, la vie, c'est mieux. Tu vois mieux moins la tête des autres. C'est pas vrai en plus. C'est pas vrai, parce que pendant la vue s'affine. Moi, je me souviens très bien de notre fondateur, une fois dans un cours, il y avait quand même 250 personnes dans l'amphi, et tout d'un coup, pour ma grande humiliation, il dit, mais où est-ce qu'il est, Samuel? Je n'étais pas dans la pièce. C'est un des rares cours que j'ai raté. Normalement, il ne voyait pas 1m50. Hein. Comment il a fait pour voir que j'étais pas là? Parce que les yeux, c'est pas que, vous voyez, c'est pas que l'objectif de ton appareil photo que tu précises. C'est voir, c'est pas simplement enregistrer une image. C'est percevoir ce que tu vois. Donc tu peux percevoir avec précision même si tu vois mal. Comme c'est pas possible. Si les yeux n'ont pas une bonne focale, je vois mal. Non, c'est pas vrai. Tu vois pas la même chose. La précision du contour n'est pas l'unique objet de la vue, non. Parce qu'à la fin, l'objet de la vue, c'est la lumière. La lumière, tu peux la percevoir. Il y a des gens, ils sont fascinés par les couleurs. Ou la tête des gens, ils ne voient pas du tout la lumière. Vous voyez, alors, la lumière qui émane de quelqu'un, ça se voit. Mais bizarrement, plus je perds la vision, vous voyez, précise, plus je vais m'attacher, c'est ce qui se passe chez les personnes âgées, plus je vais m'attacher à la lumière qui rayonne des personnes.
Et donc, ce travail-là, alors, je m'étais amusé, moi, à prendre, je vais vous les donner, d'essayer de faire la palette la plus grande des opérations vitales, pour voir que l'âme, c'est la source de tout ça. La plus élémentaire des opérations, c'est assimiler et grandir. La plante. Tu manges, tu pousses. C'est vrai, c'est bête. Alors on me dit, oui, mais ça fait longtemps que moi je ne pousse plus. Oui, mais tu te conserves. C'est-à-dire que ça ne grandit plus sous forme de comme ça, là, mais ça conserve. Donc ça continue à bosser partout pour que ça te conserve, non? Tu es dans un état d'autoconservation. Tu n'as pas besoin d'un musée pour s'occuper de te restaurer. Tu vois, tu t'auto-restaures. C'est quand même fabuleux, l'auto-restauration. Tu te restaures au sens de la restauration. Tu vas au restaurant, et le restaurant, enfin, ce que tu manges, pour être plus précis, te restaure. C'est extraordinaire, l'auto-restauration. Et ça, c'est 24 heures sur 24. Avec une qualité qui est pas mal. Parce que s'il y avait des grèves dans la restauration, oui, c'est impressionnant. Et c'est très complexe. Parce que ça mobilise tous les tissus. Voilà. Donc ça, c'est la chose élémentaire. Et là, la matière n'est pas source de ça. Dans le monde purement matériel, il n'y a pas d'auto-restauration. Il y a ce qu'on appelle de l'érosion. Vous avez remarqué que c'est très bizarre. Nous, on a une voiture qui s'use, mais qui s'auto-restaure en même temps. Mais elle s'use plus vite à la fin qu'elle s'auto-restaure. Vous avez remarqué? Au bout de 800 000 km, quand même, 75 ans, quand même, tu commences à avoir les pneus un peu usés. Mais quand même, les pneus s'auto-rechappent tout seuls, quand même. Non? C'est très bizarre, ça. D'arriver à voir comment nous ne nous usons pas comme des objets naturels, ni tout à fait comme des objets artificiels, que nous avons un système d'auto-réparation, mais qui est limité. Mais quand même, on vit plus longtemps qu'une voiture. Qu'une voiture dont tu t'es servi 24 heures sur 24, inutile de te dire qu'au bout de 100 ans, tu as beau la faire passer chez le garagiste à la fin tous les 2 jours, ce n'est pas le contrôle technique tous les 2 ans, mais c'est tous les 2 jours, à la fin quand même, elle ne roule plus depuis un certain temps. Et puis en plus, il faudrait plein de spécialistes. Là, c'est impressionnant. Tu as une super équipe qui bosse dedans pour t'auto-restaurer jusqu'au bout. 110 ans, là. Hier, c'était Jacob. On y va, on arrive aux âges de Jacob, on arrive aux âges bibliques, vous savez. Les pauvres. Enfin. Bah oui, parce qu'à la fin, c'est quand même, tu es dans l'auto-réparation. Des fois, tu as même besoin de la réparation extérieure, quand même. Donc ça, c'est la plus élémentaire. Ensuite, vous faites donc se nourrir, respirer, je saute, mais marcher, voir, entendre, mémoriser. Alors vous avez remarqué qu'il y a aussi des parties dont je n'ai pas conscience. Fonctionnement de votre vésicule biliaire, sauf si vous faites de la bile, c'est le cas de dire, ce n'est pas une conscience de 24 heures sur 24. La respiration, vous voyez bien, on a une conscience faible, mais elle est en permanence là. La mémoire, très peu. Le nombre de choses que je mémorise. Qu'est-ce que je mémorise vraiment? En plus, ce dont je me souviens, c'est souvent faux. Donc, comment ça se fait que... Mais il y a des choses pourquoi ça revient dans ta vieillesse, alors que tu t'en souvenais plus il y a 10 ans? Et pourquoi il y a des choses que tu t'en souvenais il y a 5 minutes, tu t'en souviens plus? C'est très bizarre, la mémoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours moi au centre. Imaginez aussi. Et puis ensuite, il y a le seuil d'après. Comprendre, décider, aimer, prier. Tout ça est à la fois coordonné, sauf, bien sûr, dysfonctionnement cérébral ou psychique. Quand tu décides de bouger ta main, elle bouge. Et donc ça se coordonne. Mais c'est pas simplement, il n'y a pas simplement tout ça, ça s'imbrique les uns dans les autres, on pourrait dire ça comme ça. Et puis il y a une unité. Même si je suis honnête, je vois bien que cette source, elle est une, mais elle n'est pas simple. Parce que, comprenez bien, pour être capable d'être à la fois source de la marche, de la digestion, du sommeil, de la croissance, de la mémoire, de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'imagination,
de la compréhension, de la délibération, de la décision, de l'amour et de la prière, ça fait beaucoup, hein. Comment ça se fait qu'une source assume tout ça, vous voyez? Et là, je me dis, waouh! Voilà. Ça, c'est moi. Et on devrait comprenez bien, on devrait se tenir à cet endroit-là, nous. Mais comme ça nous fatigue, on simplifie. On dit, bon, moi, je suis d'abord fils de ma mère, aimé par Jésus-Christ, frère de Saint-Jean, au service de telle mission, puis voilà, ça va, hein. Va me fatiguer toute la journée quand même à me demander qui je suis. Non, il ne s'agit pas de te demander, il s'agit de faire avec qui tu es. Vous savez, quand on commence, à force de vivre ensemble, de se transformer en vieux meubles les uns pour les autres. Tu as l'habitude de la commode, quoi. Tu ne t'es pas demandé. D'ailleurs, comme tu n'utilises que 3 tiroirs sur 4, tu ne te demandes pas s'il y en a 4 ou 5. Puis tu as l'habitude de mettre les pantoufles là. Et au bout d'un instant, on devient des meubles les uns pour les autres. Donc, c'est pas facile de se... Alors, il faut une crise de santé, psychique, relationnelle, pour que tout d'un coup, je me réintéresse à l'autre et à moi. Vous savez, ça arrive, ça. En fait, le dernier enfant a quitté la maison et tout d'un coup, tu te réveilles devant un inconnu ou une inconnue, tu dis, tiens, c'est bizarre, on s'est marié il y a 30 ans, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je ne sais pas bien, hein. On a bossé ensemble, mais pourquoi est-ce que tu m'as épousé? Ben, sans doute pour de bonnes raisons à l'époque. Il faudrait peut-être qu'on les revoie, quoi. Et donc, c'est pour dire que si je veux essayer comprenez bien, de vivre tout ce que je suis, donc de faire honneur à ce que je suis, et donc par là, je fais une petite parenthèse, faire honneur à Dieu qui m'a créé quand même comme ça, eh bien, ça réclame j'allais préciser une rééducation. Pour moi, la philosophie, c'est de la rééducation. Te remettre devant la vraie richesse des choses. Et ce qui est reposant, c'est que pour ne pas être écrasé par cette extraordinaire complexité, j'ai eu une âme. Cette âme, c'est la source. Et donc on comprend qu'on ait besoin, comprenez bien, de nous tenir dans notre âme, de se tenir dans son âme, de se tenir au centre de soi, de se tenir au plus près de soi. Mon âme est en moi comme un enfant. Elle est tellement belle cette formule. Comme un enfant tout contre sa mère. C'est une très très belle métaphore. Mais c'est pas si simple de se tenir, de tenir son âme auprès de soi. Pour ça, il faut voir la richesse dont elle est source. Et il y a une certaine forme de simplicité malgré tout dans l'âme. Alors, cette simplicité, parce que c'est très bizarre, dans les plantes, il y a une certaine simplicité. Dans les anges, s'ils existent, il y a une simplicité. Mais alors dans les animaux, c'est plus compliqué. C'est rare les animaux simples. Enfin, ils sont pas, tu vois, c'est les vers de terre, les algues. Enfin non, les algues, c'est des plantes. Les animaux simples, vous voyez, c'est pas très... Enfin, c'est les escargots, les fourmis. Qu'est-ce qu'on a comme animal très, 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 très simple? Les blattes. C'est déjà très compliqué, une blatte. Il y a plein de pattes partout. Une amibe, c'est un animal ou pas? Oui, c'est ça. Mais à part l'amibe, mais les méduses, c'est déjà compliqué aussi. Et c'est bizarre, ça ne fait pas très envie. Être un brin d'herbe, oui, c'est bizarre. Hein. La simplicité du végétal nous attire. Être un lys ou simplement un brin d'herbe, pourquoi pas, hein. Les animaux qui nous attirent par leur simplicité, c'est plutôt les animaux qui ne sont pas trop compliqués. Genre, je sais pas, les vaches, les moutons. Sinon, c'est complexe, hein. C'est très vite complexe, un animal. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans la partie végétale de nous, mais c'est très étonnant. La simplicité ne vient pas en nous de la dimension animale, parce que la dimension sensorielle et affective est extraordinairement, comprenez bien, c'est toute notre richesse et toute notre complexité. Parce qu'une plante avec un esprit dedans, on a ça, vous savez, dans les contes pour enfants. Les arbres parlent avec les feuilles, et les feuilles parlent avec l'herbe des champs.
Et donc la simplicité, c'est vrai, il y a une forme de simplicité élémentaire qui est dans la matière simple du végétal. C'est bon d'être comme le blé, comme l'herbe des champs. C'est reposant de revenir, ce que fait d'ailleurs le sommeil. Hein. Alors, il me dirait, il est perturbé dans les rêves et tout ça, là, ça veut dire que l'affectif, quand même, il continue. Oui, mais c'est un peu le végétal qui digère l'affectif, vous savez, le sommeil. C'est la plante qui dit, bon, tu peux pas te calmer un peu, toi, là-haut, là, et tu reprends son ronronnement, ou son ronflement, vous voyez, qui se remet. C'est très beau, le sommeil. Si je vois que c'est l'univers dans ce qu'il a de simple qui me reprend tout doucement en main. S'abandonner au sommeil, c'est s'abandonner à quelque chose de très fondamental. Et puis il y a la prière où c'est l'inverse, je me mets dans la simplicité de mon esprit, de ce qu'il y a de plus spirituel en moi, c'est quelque chose de simple, de contemplatif. Parce qu'évidemment, là où la simplicité existe vraiment en nous, c'est dans les actes spirituels non complexes. C'est quoi les actes spirituels non complexes? C'est le jugement d'existence, ça existe. C'est accueillir le réel, ça revient au même d'ailleurs, et prier. Même aimer, c'est un peu compliqué. Aimer, l'accueil de l'autre dans l'amour, c'est simple. Mais vous voyez, dès qu'il s'agit de mettre en œuvre, là, c'est compliqué. Donc les actes spirituels simples, c'est comprendre, contempler, s'émerveiller, accueillir. Ce que Simone Weil, la philosophe, appelle l'attention. Elle dit, l'attention, c'est exactement la même chose que la prière. Parce que c'est te rendre relatif à ce qui t'est donné à voir, à contempler et à accueillir. Donc, comprenez bien, une fois que je fais ce travail d'induction, donc comprenez bien de passer des effets, que sont les opérations, à la source. Première. Et je vous dis, les opérations, j'arrive à me les représenter, y compris prier ou aimer, parce que ça passe par des images et ça passe par le corps. Par contre, quand j'essaye d'induire l'âme, je n'ai plus d'image. C'est bon signe. Notre intelligence, elle est faite pour aller au-delà des images. Elle est faite pour toucher quelque chose qui dépasse l'image. Mais dans l'inquiétude de vouloir maîtriser le réel, nous n'aimons pas ça, nous. Donc il faut s'habituer à aller habiter avec notre intelligence dans notre âme, c'est ça l'induction, même si je n'en ai pas d'idée claire. Mais j'ai beau pas avoir une idée claire, elle est là, l'âme. Parce que c'est ce qui est à la source de marcher, penser, parler, digérer, dormir. Alors on est un peu perdu parce que du coup c'est comme si mon âme c'était à mon insu. C'est pas à mon insu mais c'est plus grand que la conscience que j'ai. Vous voyez, l'induction de l'âme, tout d'un coup me fait apparaître le caractère extraordinairement petit format de la conscience psychique que j'ai de moi-même. Il y a plein de choses, vous n'en avez pas conscience, je vous dis. Le détail de l'opération d'audition. Alors vous savez bien qu'il y a le petit machin, les petits osselets, tout ça, vous savez, on a lu de la science, très bien. Mais ça, c'est dans ta tête. Mais dans le réel, comment se fait-il que ce qui est là-bas entre en toi? Comment se fait-il que ce qui est là-bas n'est plus là-bas? C'est dedans toi. Je dis, ouais, je ne vais pas me casser la tête à ça. Oui, n'empêche que tu dépenses une énergie quotidienne pour faire ça. Ça fait partie, vous voyez, là je suis en train de vous mettre en lumière le fait que l'induction de l'âme, ça me fait comprendre l'ampleur de la vie en moi. Et le caractère tout petit. Je ne parle même pas de la représentation que j'ai de moi-même, je parle même de la conscience que j'ai de moi-même. Nous n'avons conscience que d'un tout petit bout de nous. Vivre, c'est apprendre à vivre plus largement que la petite conscience que j'ai. Alors, pourquoi est-ce que je me rétrécis sur ma petite conscience? Essentiellement par peur. C'est la peur qui nous fait vivre dans le format rétréci
de notre représentation de nous-mêmes et, dans le meilleur cas, de notre petite conscience de nous. Tout ce dont je n'ai pas conscience, je le relativise. Pour ne pas dire, comme dit Sartre, que je le néantise. Je vis avec. Mais la vie consiste quand même pas à avoir conscience de tout. Non, mais la vie consiste à vivre en tout ce que tu es. En plus, nous, comme chrétiens, on est mal partis, puisque la résurrection de la chair, c'est que le Seigneur ne va rien t'épargner. Hein. C'est-à-dire qu'on est fait pour vivre, pour être des vivants. Le Seigneur n'a rien fait au hasard. Voilà, et donc, là encore, le travail de l'induction, c'est de me tenir là où ma vie est la plus profonde, mais aussi là où elle est la plus large. Comment l'assimilation nutritive pourrait être liée à la prière? Ça n'a rien à voir. Je trouve que depuis 2000 ans, quelqu'un nous a donné du pain en nous disant « mange mon corps ». Alors là, je vais dire si ça fait sauter toute ta représentation spirituelle. Hein. Comment tu nourris ta prière en mangeant le corps de quelqu'un? Tu dis, non, mais c'est symbolique. Ça, c'est le spiritualiste qui a de la trouille qui raconte ça. Jésus n'a pas du tout symbolisé. Hein. Il a dit, si tu croques pas ma chair, c'est le mot, c'est croquer, mâcher. Aux Juifs après la multiplication des pains. Si tu bois pas mon sang. Vous voyez, c'est pour dire que l'évangile, Jésus dit bien, qu'est-ce que vous voulez comprendre aux choses du ciel si vous n'êtes pas dans les choses de la terre? Autrement dit, c'est une manière très polie de dire, si vous n'existez pas dans la réalité de ce que vous êtes comme créature, vous allez rater quelque chose, c'est dommage. Et donc, l'induction de l'âme nous apprend à vivre plus profondément que la conscience psychique que nous avons de nous-mêmes. C'est vrai, s'entraîner à vivre avec tout ce corps-là, cette énorme chose qu'est le corps. Cette énorme chose qui est toute la vie affective. Parce que je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir à votre vie affective, mais c'est d'une complexité, les sentiments. Comment ça se connecte? Pourquoi est-ce qu'il y a des circonstances qui augmentent tel sentiment, d'autres qui augmentent tel autre? Ça dépend aussi de la météo, de ce que tu as mangé. C'est impressionnant. Hein, tu jeûnes, tout d'un coup, tu as l'iracide qui augmente. Pourquoi? Une des conséquences de cette induction de l'âme, c'est que tout d'un coup, je vois apparaître la matière, c'est-à-dire mon corps. Le mot corps peut désigner plusieurs choses. Il peut désigner ça. Mais ça, c'est mon âme autant que mon corps. D'accord? Elle est vivante, cette matière-là. Donc mon âme, elle est là. Mon âme, elle est autant à la surface de notre peau. Il faut arrêter de croire que l'âme, elle est dans la boîte. Hein. Vous avez compris ça, laisse tomber. L'âme, elle n'est pas dans la boîte, il n'y a pas de boîte. D'ailleurs, ce que dit le chirurgien, il dit « je ne suis jamais tombé, j'ai beau faire des opérations à cœur ouvert, je ne suis jamais tombé sur l'âme. » D'accord? Donc l'âme, elle n'est pas dedans. D'accord? L'âme, c'est ce qui rend la matière vivante. Donc ça, c'est une matière vivante. C'est un composé d'âme et de corps, ça va ça? L'âme imbibe le corps, elle imprègne le corps, elle anime le corps, qui est la matière. Et je peux tout d'un coup réaliser qu'effectivement, il y a l'âme et il y a la matière qui anime l'âme. Ah, ça, c'est très beau parce que je vois que je suis vraiment, comment dire ça, une source de vie qui existe dans la matière. Cette source de vie, elle utilise, elle transforme, elle transfigure, elle traverse la matière. Donc, mon corps, c'est pas simplement mon corps vivant, je peux regarder aussi mon corps comme la matière. Vous voyez, c'est que mon âme, elle est une avec mon corps. Alors la question de savoir, est-ce qu'il y a dans mon âme, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse le corps? Une bonne question, on va le voir ça. Mais en attendant qu'il y ait quelque chose qui dépasse le corps, j'ai déjà à comprendre comment mon âme, elle existe dans mon corps. La matière comme matière n'est pas vivante. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « oui, l'univers est vivant ». De quoi tu parles? Si on est très précis, hein, on dira non, l'univers il n'est pas vivant, il est en mouvement, mais il n'est pas en mouvement à partir de lui-même. On pourrait dire autrement, l'univers il subit un mouvement.
Il est traversé par un mouvement. Il n'est pas source du mouvement. C'est ce qu'il y a de miraculeux dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas, on n'a aucune idée, les scientifiques honnêtes n'ont aucune idée comment ils pourraient passer d'un agencement cellulaire à un commencement de molécules. Non, pardon, d'un agencement moléculaire à un commencement de cellules. Ils n'ont aucune idée, parce que, vous voyez bien, la vie, ça s'auto-génère. C'est ça qui est incroyable. Et donc, c'est bon de voir que la vie, elle s'autogénère et elle vivifie la matière. Donc, il y a une différence absolue entre la matière non vivante et la matière vivante. Ça, c'est la première chose spectaculaire. La deuxième spectaculaire, c'est que ce qui est vivant, ça va du végétal, du tissu de la peau, jusqu'à l'esprit qui prie. C'est aussi bizarre, la vie, tu dis, mais comment ça se fait que ça soit ensemble, ça? Oui. Puis à la fin, on a dit, bah non, ça aurait été beaucoup plus simple qu'il n'y ait que la matière, et puis les anges. Nous, on serait des anges, il y aurait la matière, puis basta. Pourquoi tu as mélangé tout ça, là? C'est un sacré mélange. Et précisément, la philosophie du vivant, c'est de me pencher sur le mélange. Donc possiblement aussi d'entrer dans la sagesse de Dieu qui est derrière. C'est un drôle de mélange. Hein. Pas par hasard que l'Écriture nous montre les mains de Dieu comme un potier qui insuffle de son haleine la terre. C'est pas par hasard cette image. Hein. Et donc c'est bon de m'apercevoir que dès que je saisis mon âme, je vois que mon corps c'est cette matière qui est animée par l'âme. Et du coup, je vois bien qu'est-ce que l'âme apporte à la matière. Et la grande question qu'on va avoir aussi, c'est qu'est-ce que la matière apporte à l'âme. On pourrait presque dire que ce que nous envient les anges, c'est que nous avons plein d'expériences vitales qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas beaucoup en diversité, en qualité, ils ont des expériences vitales bien plus intenses que les autres, mais en diversité, c'est assez réduit, les anges. Hein. Ils aiment, ils comprennent, ils aiment, ils comprennent, ils comprennent, ils aiment, ils comprennent. La délibération est assez légère, mais ils n'ont pas la chance de voir, d'entendre, de digérer, d'imaginer, de rêver, de faire des cauchemars. Ils n'ont pas du tout cette chance. Ils n'ont pas la chance d'être malades, ils n'ont pas la chance d'avoir besoin les uns des autres, parce qu'ils n'arrivent plus à marcher correctement. Du coup, c'est la dernière chose. Alors, je voulais vous faire ce petit dessin, parce que c'est un dessin qui vient de... C'est Aristote qui le prend à Platon, qui dit très bien les choses. Les Grecs avaient cette image-là. Ils disent, pour faire comprendre comment est-ce qu'on va de la matière à l'homme, il dit, la matière, c'est comme un carré. Le végétal, c'est 1 carré plus 1, c'est 5. D'accord. L'animal, c'est 6. Et l'humain, c'est 7. C'est pas bête, vous voyez, c'est de dire, oui, c'est une image, hein, vous voyez, c'est que l'humain assume l'animal, qui assume le végétal, qui assume la matière. Et je trouve que ça, pour le coup, puisqu'on a du mal à penser sans image, même si c'est l'effort de la philosophie, ça aide de se dire, oui, il faut que j'arrive à voir que l'univers en moi, il est assumé par la logique du végétal que j'ai en moi, dans tous mes tissus, dans ma digestion, dans ma croissance, dans la génération. La génération, c'est la plante, c'est pas du tout l'animal. Et puis après ça, il y a toute cette vitalité affective et sensorielle de l'animalité. Et puis après ça, il y a l'humain, par le spirituel qui est au cœur de ça. Alors je peux dire à ce stade-là que je vois bien que il va falloir se pencher de plus près sur c'est quoi la relation entre les activités spirituelles, les activités affectives et les activités végétales. Si on te coupe la tête, tu ne peux plus prier. Enfin, sauf Saint-Denis. Tu ne peux plus prier. Si tu es dans un état... tu peux être dans un état dépressif ou de sidération ou d'hallucination sensorielle, tu ne peux plus prier non plus. Et donc on voit bien qu'il faut des conditions matérielles
végétal, animal, pour pouvoir exercer le spirituel. Donc il va falloir se pencher dessus. Mais vous comprenez bien que pour pouvoir se pencher sur ce spirituel, il va bien falloir que j'apprivoise un peu déjà. Alors vous voyez se dessiner ce qu'on appelle les degrés de vie. Donc le degré de vie végétal, le degré de vie animal, et puis le degré de vie humain. Et c'est pas 1, 2, 3. Parce que l'humain, comprenez bien, le spirituel, c'est pas un peu plus que l'animal, c'est d'une autre nature. Donc c'est pas... La réunion, mais c'est énervant, c'est fatigant l'humain. Oui, c'est fatigant l'humain. La cathédrale de Chartres, moi j'ai visité la cathédrale de Chartres avec un guide qui disait, ça fait 45 ans que je fais visiter ce lieu, je n'ai pas encore fini de la connaître. Il y a plein de détails qui m'échappent. Tous les ans, j'en découvre d'autres. Donc, vous voyez bien, notre âme, là, avant d'aller visiter l'intégralité de la cathédrale de notre âme, à la fin de notre vie, on aura fait la visite de combien ? 20% ? En s'y mettant tous les jours. Hein. Et on est déjà un peu en retard, je vous signale. Parce qu'il aurait fallu commencer à 15 ans. Ou dès la naissance, si on avait été accompagné intelligemment. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, c'est déjà pas mal. Mais c'est pour dire que concrètement, voilà, ce travail parce qu'une fois que j'ai saisi l'âme, du coup, je perçois, ça m'apprend aussi après ça quand je vais revenir. Prenons par exemple, je vous dis la croissance ou l'assimilation. Je perçois mieux la profondeur des opérations vitales. Vous vous rendez compte que assimiler quotidiennement, c'est ce qui permet à l'exercice de la prière en nous de demeurer. Elle respirait, la petite Marthe. Elle continue à assimiler. On n'existe pas sans assimilation. Elle peut être très réduite, hein, très particulière, mais elle ne disparaît pas. Parce que, évidemment, la respiration, c'est une forme d'assimilation. Hein, c'est presque plus élémentaire que la digestion. C'est très impressionnant. Et l'autoconservation de l'organisme. Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va prendre chacun de ces degrés de vie pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent, parce que c'est ça le but, hein, on fait la philosophie du vivant qu'est l'homme, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'humain que nous sommes. Alors, nous avons la chance d'être dans une période de l'humanité qui n'est plus tout à fait matérialiste et qui accepte plus que ça soit complexe, la personne. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ont beaucoup travaillé en médecine ou en recherche, vous savez, sur toutes les opérations vitales. Donc, aujourd'hui, la connaissance scientifique que nous avons de la nutrition, de la génération, de la respiration et de la croissance sont incroyablement plus élaborées qu'elles n'étaient il y a 100 ans. Donc, ça nous oblige, non pas d'abord à nous renseigner scientifiquement, mais ça nous oblige à être plus attentifs à la richesse. Impressionnant quand même les gens qui font le travail sur la recherche sur le cancer. Très impressionnant. Comme notre père Fimarie, de bénéficier, aujourd'hui, vous savez peut-être, on soigne les cancers complètement différemment d'il y a 50 ans. Et on est en pleine recherche, en pleine évolution. Et bien c'est uniquement le végétatif, ça. Hein. Vous avez des gens qui consacrent leur vie à essayer de préserver l'autoconservation de l'organisme. Et nous, ça nous gagne, sur la Terre, un peu plus de jours à donner aux autres ou un peu plus de jours à profiter des autres. Des mois, des fois, des années aussi. On mourait du cancer du pancréas entre 2 et 6 mois, il y a 40 ans. Aujourd'hui, on peut vivre 10 ans, 20 ans, des fois même être guéri, en rémission. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fera, on prendra le temps de regarder chacun de ces niveaux de vie, et puis on essaiera de refaire cet aller-retour entre chacune de ces opérations, le degré de vie, et puis ce que ça nous dit de nous-mêmes. J'ai une question. Oui. Souvent on dit j'ai une âme. Est-ce qu'on ne devrait pas dire je suis ? Bien sûr. Mon âme, c'est ma substance. J'y reviendrai. Mon âme, c'est je suis. Mon âme, c'est moi, c'est d'abord mon âme. Voilà. Et quand je dis je suis mon âme, c'est moi. D'abord, cette âme, elle assume la matière, puisqu'elle la vivifie. Et puis, je ne laisse rien tomber. En plus, quand je dis mon âme, souvent, c'est plus large que l'image que j'ai quand je dis moi, ou quand je dis même je, souvent. Mon âme, c'est dire, c'est tout ça. Je suis tout ça.
Quand je dis j'ai une âme, c'est l'impression que je suis un corps et que dedans il y a un truc. Oui, c'est pour ça que dans l'autre sens, on va dire j'ai un corps, mais je suis mon corps. Oui, aussi. Tout à fait. Bien sûr. Mais c'est mon âme qui me donne d'être un corps. C'est pas mon corps qui me donne d'être une âme. Dans le même sens, la définition du mot induction. Oui. Remonter à la source, ça pourrait se traduire comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire introduction? Ça dépend, parce que l'introduction, c'est le début de l'exposé. Tu vois, mais tu as raison. Intro, ça veut dire on rentre, tu as raison. Si ça veut dire aller à l'intérieur de. Oui. Remonter. Alors, en fait, il faudrait dire remonter en amont. Voilà. Si on voulait être rigoureux, on remonte en amont des choses. On passe de ce que l'on constate et on essaie de remonter à ce qui est en amont des effets que l'on observe. L'induction, c'est qu'on est induit. Alors non. Alors il y a l'induction. Tu as raison. Alors, le mot induction peut aussi vouloir dire qu'on est induit à faire quelque chose, mais ça c'est pas la même chose. Être sous induction de quelqu'un, c'est être sous l'influence de. Là, c'est pas dans ce sens-là que ça veut dire ça. Le mot est maladroit. Laissez tomber le mot. Appelez ça ce travail de remonter à ce qu'est premier. Il faut remonter à ce qui est au-delà de l'expérience directe. Remonter à ce qui est à la source. Parce que je vois bien que dans la multiplicité des opérations vitales, il y a une unité. J'essaie d'apprivoiser l'unité qui est c'est pas au carrefour d'ailleurs, c'est en amont de ça. C'est impressionnant. L'âme, elle est à la fois source, de nouveau, de l'autoconservation de mes tissus et de l'acte par lequel j'aime Jésus. Tu dis, mais ah oui. Et donc il faut que je remonte jusqu'au moment où ça devient une évidence. Mais ça met du temps. C'est comme un véritable artiste, vous savez, au bout d'un certain temps, voilà, ça devient une évidence pour lui, l'harmonie musicale qu'il y a dans... Vous savez, vous avez des pays, quand vous écoutez ce qu'ils font comme musique, vous ne comprenez pas très bien la musique indienne ou chinoise, au début, vous dites, c'est bizarre. Les musiques, je me souviens très bien, les chants, comment ça s'appelle en Inde, là, le tamoul, voilà, les chants tamouls. Au début, on a l'impression que ta pauvre oreille, là, elle n'entend rien du tout, qu'une espèce de tintamarre, la bouillie, quoi. Puis tout doucement, si tu écoutes avec quelqu'un, il va te faire que pas du tout, c'est pas du tout de la bouillie, au contraire, c'est d'une différenciation que toi, tu n'as pas l'habitude d'entendre. C'est incroyablement subtil. Au bout d'un certain temps, cette subtilité te devient évidente. Ça ne veut pas dire que tu entends tout, hein. Mais déjà, tu t'aperçois que c'est subtil et que ce n'est pas du gloubi-boulga. Voilà. Et bien là, c'est la même chose. Mais évidemment, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas tant de temps que ça à consacrer à ça. Si, tous les matins et tous les soirs. Le matin, quand tu te dis bonjour à toi-même, prends le temps d'élargir, tu ouvres les fenêtres et les volets, mais l'intégralité de mes opérations vitales. Et le soir, quand tu t'abandonnes au sommeil et au Seigneur aussi, ben, tu lui redonnes tout ça là. Pas que l'imagination et les rêves, tout. Non, c'est simple. Moi, je dirais le matin, on sort des bras de la Vierge Marie pour s'ouvrir au monde et elle nous invite à nous déployer. Et le soir, on va se mettre dans ses bras en se blottissant. Et se blottir, c'est rassembler tout ce qu'on est. Donc ce travail, d'une certaine manière, hein, de conscience de soi comme vivant, on devrait l'opérer et le matin et le soir, sans parler d'ailleurs des psaumes qui nous y aident, comme le grand psaume des créatures de l'Ancien Testament qu'on chante le dimanche matin, là, qui nous fait la liste de tous les vivants et de les montagnes, il y a absolument tout le monde, et les bestioles, et les humains.